Et vous dites l'espace des petits oiseaux, c'est peut-être pour ça, vous dites l'espace des petits oiseaux, le temps de la pendule pourrait devenir des concepts sans contrepartie dans la réalité. Ben, c'est si le temps et l'espace sont émergents, s'ils naissent à partir d'un monde qui ne les contient pas, ça veut dire que ce sont des sortes d'illusions pour nous, mais qui n'ont pas de réalité intrinsèque. D'accord. On vit avec ça, et très bien d'ailleurs, mais peut-être que fondamentalement, c'est des notions qui n'ont pas de sens. D'accord. Alors Étienne, vous posez cette question, ce qui change, change-t-il vraiment? C'est de vous expliquer qu'un être ou un objet est un et le même, et que s'il change, il n'est plus le même, et qu'il y aurait donc comme une incompatibilité entre l'identité et le changement. Alors ça, j'ai eu, j'avoue, comme pas mal d'autres choses, mais quand même, il est fascinant votre livre. Mais ça, je comprends pas bien, quoi. Moi, je vois mes enfants, ils grandissent, hein, ils changent. Bien sûr, avec le temps, ils changent, mais j'ai l'impression que leur identité est toujours la même. C'est une question que je pose, mais je ne suis pas le premier à la poser. On la pose depuis 2500 ans. Oui. Donc j'ai simplement reprise des textes anciens d'Héraclite, de Parménide, et tous ces gens-là. C'est le paradoxe du changement. Parce que quand vous dites qu'une chose change, X peut être une personne, un objet, la météo, n'importe quoi, X change. Ça veut dire que X cesse d'être X. Sinon, vous ne diriez pas qu'il change. Mais en même temps, comme X est le sujet du verbe changer, il est le même au début et à la fin. Oui. Donc il n'a pas changé. D'accord. Une sorte de contradiction là. Par exemple, quand vous voyez, on est à l'automne, vous voyez une feuille verte qui devient jaune. Vous dites, la feuille a changé. Mais en fait, elle n'a pas été remplacée. Vous n'avez pas remplacé la feuille verte par une feuille jaune. C'est toujours la même feuille. C'est vrai. Donc la feuille n'a pas changé. Oui. Ce qui a changé, c'est sa couleur. Oui. Elle est passée du vert au jaune. Donc quand vous dites la feuille change, ce qui précisément ne change pas quand la feuille change, c'est la feuille. Oui. Ce qui a changé, c'est un de ses attributs. Oui. Mais pas la feuille. Donc pas l'identité. Donc vous voyez que pour dire le changement de quelque chose, sans invoquer un remplacement, il faut invoquer quelque chose qui ne change pas au cours du changement. D'accord. Et le truc génial de Newton, même s'il ne l'a pas écrit, mais je pense qu'il avait ça dans la tête, c'est d'avoir inventé un temps pour la physique qui est la seule chose qui, au cours du temps, ne change pas. Ah oui, parce que vous allez me dire, évidemment le temps change, parce que tous les instants sont différents, et à chaque fois il y a un nouvel instant qui se produit, l'instant présent est toujours neuf. Oui, tous les instants sont différents, mais ils ont tous le même statut vis-à-vis des lois physiques. C'est-à-dire tous les instants propagent dans leur renouvellement les mêmes lois physiques. Autrement dit, les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Ce qui veut dire que le statut du temps vis-à-vis des lois physiques est toujours le même. Mais pourtant, vous parlez de la physique quantique qui révolutionne. Donc il y a bien Elle ne révolutionne pas ça. Ah. Elle aussi dit que les lois physiques ne dépendent pas du temps. Ah, d'accord. Par exemple, vous faites une expérience de physique aujourd'hui, vous faites tomber, je ne sais pas moi, une pomme, elle va tomber selon une certaine loi. Vous faites la même expérience demain, vous allez faire pareil. Si vous l'avez faite à 10 000 ans, c'était pareil, etc. Autrement dit, les résultats d'une expérience de physique ne dépendent pas de la date à laquelle vous la faites. Donc les lois ne changent pas au cours du temps. Mais comme vous avez parlé du Big Bang tout à l'heure, vous allez me dire, mais c'est débile. On sait tous que l'univers a une histoire. Il a évolué. Oui. Donc ces lois ont changé. Oui. Eh bien, on a mis du temps à comprendre. Même Einstein a mis du temps à comprendre ça. Qu'en fait, ce qui a changé au cours de l'histoire de l'univers, ce ne sont pas les lois physiques, ce sont les conditions physiques. Mais les lois n'ont pas changé. Alors, elles existaient. Voilà, elles sont toujours les mêmes. Par contre, les conditions changent, donc ce qu'on voit change. Oui, mais s'il n'y avait pas d'espace ou pas de temps ou pas d'univers, il ne pouvait pas y avoir cette loi physique de, par exemple, de l'attraction. Voilà, est-ce que la loi a préexisté à l'univers ou est-ce que l'univers a fabriqué ses lois? Voilà. Question métaphysique, je ne vais pas répondre. Mais quand on va faire cette expérience dont je parlais tout à l'heure, des collisions de protons à haute énergie, oui. On va recréer dans le présent, donc aujourd'hui, dans un tout petit volume, les conditions physiques de l'univers primordial. Donc on va créer un univers qui est localement très chaud, très dense, très énergétique. Et on va voir apparaître des particules qui n'existent plus dans l'univers. Des quark top, des bosons de Higgs, des bosons intermédiaires, des trucs comme ça. L'univers est trop froid pour les produire. Mais si on chauffe localement le milieu,
l'énergie qu'on met dans la collision va pouvoir se matérialiser en particules, E égale mc2. L'énergie du choc devient de la matière. Ah d'accord. Et l'univers va voir apparaître des particules qu'il ne contient plus. Ça va être une cure de jouvence. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, ce que nous allons voir comme phénomènes physiques, ce sont ceux qu'il y avait dans l'univers primordial il y a 14 milliards d'années. Vous voyez que là, on ne remonte pas dans le passé. Ce n'est pas une machine à remonter le temps. C'est une machine qui recrée dans le présent les conditions physiques du passé. Et ça n'est possible que parce qu'il y a ce postulat massif que les lois physiques n'ont pas changé au cours du temps. Enfin, les lois de la nature, parce que les lois physiques ne sont peut-être pas les lois de la nature. Ah. Elles changent, elles. Hein. Newton, c'est pas Einstein. Donc les lois de notre physique, évidemment, elles changent au cours du temps. Mais les vraies lois physiques, on pense qu'elles ne changent pas. Vous voyez, donc le temps, c'est un truc dont on dit qu'il passe, qu'il change, etc. Et en réalité, il est la seule chose qui échappe au devenir. C'est-à-dire qu'en passant, le temps ne change pas sa façon d'être le temps. D'accord. C'est quand même incroyable, ça. Alors, il y a un peintre polonais qui a bien compris ça. Il vit en France, il s'appelle Opalka. Vous savez que dans les années 60, il vivait à Varsovie. Il avait rendez-vous avec sa femme dans un café. Il n'y avait pas de téléphone portable, c'est la belle époque. Et donc, elle n'a pas pu le prévenir qu'elle serait en retard. Donc, il l'a attendu. Et en l'attendant, il a senti la compacité du temps. C'est-à-dire que quand vous désirez un moment du futur, vous avez beau le désirer très fort, ça ne va pas accélérer son avènement. Il faut attendre. Donc le temps, c'est en cela qu'il est une prison. Il vous emprisonne dans le présent et vous ne pouvez pas choisir librement votre position. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Donc on ne pourra jamais, par exemple, voyager dans le temps? On va y venir. Je termine parce que c'est en attendant sa femme qu'il a senti cette compacité irréductible du temps et qui s'est mis à peindre les nombres entiers sur des tableaux. Il a commencé en 64, 1, 2, 3, la suite des nombres entiers, sur des tableaux assez grands, avec un fond noir et il peint en blanc. Et puis quand il a fini un tableau, il commence un autre tableau en continuant, etc. Et en fait, il peint au cours du temps. Tous les nombres sont différents, de la même façon que dans le temps, tous les instants sont différents, mais ils sont tous équivalents au sens où ils sont tous produits de la même façon. On ajoute 1 au nombre d'avant. Donc ils ont tous le même statut, mais ils n'ont pas tous la même valeur. Exactement comme les instants dans le temps. On peut y échapper au temps? On peut échapper à la vieillesse, à la mort? Ça, c'est le sujet du bac de 2006, en philo. C'était, y a-t-il un sens à vouloir échapper au temps? Et on peut? Ça peut avoir du sens. Mais la physique dit, faut pas rêver. C'est-à-dire l'idée de voyager dans le temps est une idée qui, en physique, n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, vous ne pouvez pas voyager dans votre propre temps. Parce que vous savez, on n'est plus chez Newton. Il n'y a plus un temps universel qui est le même pour tout le monde. Il faut parler du temps en retenant les leçons de la théorie de la relativité, qui dit que vous avez un temps propre, j'ai un temps propre, n'importe qui d'autre a son temps propre, qui lui est propre par définition, c'est le sien. Comme nos vitesses relatives sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière, votre temps propre et le mien coïncident. Si on ajuste nos montres maintenant, vous pouvez aller dans Paris, moi je peux aller me promener en TGV, on se retrouve, nos montres sont ajustées. Mais c'est une pure illusion. Parce que si on allait très vite, nos montres se désynchroniseraient, parce que votre temps propre serait le vôtre et le mien serait le mien, il serait différent. Donc chacun a son temps propre, et ce que dit la physique, c'est que vous ne pouvez pas voyager dans votre temps propre. Vous ne pouvez pas retourner dans votre passé. Par contre, moi, je pourrais aller dans votre futur. Il faudrait que je monte dans une question de vitesse, quoi, finalement. Je monte dans une fusée, etc. Voilà. J'explore une galaxie, je reviens, et quand je reviens, vous êtes mort, je suis désolé. Mince. Vous êtes mort, parce que pour vous, il s'est écoulé beaucoup plus de temps dans votre temps propre que dans le mien. Ça ne veut pas dire que j'ai changé mon temps. Dans la fusée, pour lire un livre, il me faut 2 heures, comme lorsque j'étais immobile. Donc mon temps propre n'a pas changé, mais il s'est décalé par rapport au vôtre. Et réciproquement, si c'est vous qui partez, c'est moi qui serai mort à votre tour. Donc on ne peut pas voyager dans son temps propre, mais on peut se déplacer, du moins la théorie de la relativité l'autorise, dans le futur de quelqu'un. Simplement, il n'y a pas besoin d'invoquer la physique pour montrer que les voyages dans le temps sont impossibles. Il suffit de les raconter.
et de voir que dans la narration, on introduit un artefact qui rend la chose impossible. Moi, je me suis amusé, pour écrire les tactiques de Chronos, à lire tous les bouquins de science-fiction qui racontent des voyages dans le temps, enfin tous ceux que j'ai pu trouver, c'est-à-dire une vingtaine. Le meilleur étant Ripley, un roman américain absolument génial. Mais dans tous ces romans, il y a toujours la même chose qui se produit. On parle d'un type qui voyage dans le temps. On l'appelle le voyageur temporel. Bon. Il a son temps à lui. Oui. Mais comme il voyage dans le temps, son temps à lui se décale du temps de l'univers, du temps cosmologique. Donc, il se déplace avec son temps à lui dans un autre temps que le sien. Donc il y a deux temps. Si on dit qu'il n'y a qu'un seul temps, alors il n'y a plus de voyage dans le temps. Autrement dit, pour raconter un voyage dans le temps, pour le mettre en scène, pour faire un roman avec, il faut imaginer qu'il y a le temps du voyageur temporel qui se déplace dans le temps dans lequel il voyage. Il faut deux temps. Mais si on dit que la physique n'a qu'un temps, il devient cette chose dans laquelle on ne peut pas voyager. Et vous dites pourtant que chacun a son propre temps, mais ça n'a rien à voir. Si, mais il ne peut pas voyager dans son temps à lui. Ah, d'accord. Et alors l'antimatière démontre ça par son existence d'une façon un peu compliquée à résumer. Mais ça traduit ce qu'on appelle la causalité. La causalité, ça dit en gros que si un événement a eu lieu, quel qu'il soit, qu'il y ait eu des témoins ou pas de témoins, il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Donc vous pouvez toujours mentir, nier, effacer les traces que cet événement a pu produire, les effets qu'il a pu avoir, il a eu lieu. Et la causalité vient le protéger de toute modification qui viendrait d'une intervention du futur. De dire que si la causalité est une bonne loi du monde, ça veut dire qu'il sera éternellement vrai que ce qui a eu lieu a eu lieu. Ça veut dire que les archives du monde sont indestructibles. Tout événement ne pouvant être effacé a une vérité qu'on ne peut pas défaire. Et elles sont stockées quelque part? Alors je ne sais pas si elles sont stockées, en tout cas elles sont réelles. Elles sont là. Je ne sais pas si elles sont stockées, je ne sais pas si le mot stocké... Non, enfin, est-ce qu'on peut y avoir accès, en fait? Alors, est-ce qu'on peut y avoir accès? Ça dépend si on est proustien ou pas. Parce que finalement, on peut dire le passé, c'est la seule chose qui soit réelle, au sens où on ne peut pas la modifier. On ne peut pas modifier le passé. On peut modifier nos discours sur le passé. Mais le passé en tant que tel, on ne peut pas le modifier. Et donc, comme il ne peut pas être modifié, on va dire il est réel. C'est ce que dit Proust, en fait. Et par un travail de la mémoire ou un travail d'anamnèse, on peut repenser à ce qui s'est passé d'une façon plus pure que lorsque ça s'est passé. Autrement dit, dans le présent, un souvenir ancien peut être perçu sans être parasité par la gangue contextuelle qui l'enrobait lorsqu'il était présent. Et très longtemps après, on se rend compte qu'à ce moment-là, il s'est produit tel événement décisif dont on n'avait pas perçu la force ou la singularité au moment où il s'était produit parce qu'il était nimbé dans des tas de choses qui l'ont parasité. Ou bien on peut dire, le passé c'est le néant, c'est Fitzgerald. Alors tout instant présent qui devient passé tombe dans le néant. Et le passé, du coup, si on croit à ça, est la chose la plus irréelle qui soit. La seule chose réelle étant le présent.